Alors, je trouve que c'est intéressant de commencer par une explication de ce que sont ces coopératives énergétiques. Alors, moi, je vais avoir un regard un petit peu différent, parce que mon domaine de recherche et mon domaine d'expertise, c'est plutôt la transition énergétique, l'introduction du renouvelable, l'introduction du stockage d'énergie et la constitution d'un mix énergétique pour le futur. Et donc, je vais avoir un regard qui est un peu différent. Je vais essayer d'introduire la transition énergétique, la mettre dans un contexte un peu historique, c'est-à-dire expliquer pourquoi elle met si longtemps à se développer, pourquoi maintenant il y a des facteurs de changement et donc qui font que cette transition énergétique est un petit peu plus active, en tout cas au niveau stratégique, et expliquer pourquoi et comment ces communautés énergétiques prennent pied dans cette transition énergétique. Donc, je suis évidemment très heureux de venir participer à ce genre de débat. Un public qui est un peu différent, même si je vois quelques collègues et quelques anciens étudiants. Euh, Souvent, les débats sur l'énergie sont des débats qui sont pas très constructifs. Ils sont soit menés d'un niveau très technocratique, donc les rapports sont très compliqués à lire et pas faciles d'accès à un citoyen normalement constitué, ou alors à un niveau un peu populiste avec des annonces à l'emporte-pièce. Donc le fait d'avoir un débat un peu plus serein, je trouve que c'est une initiative extrêmement importante et j'espère que ce genre d'initiative va se répéter dans le futur pour essayer de porter le message et d'un peu faire passer les différentes opportunités que possède le citoyen pour s'impliquer dans la transition énergétique. Alors l'énergie, ça a été dit, c'est un bien, un service, mais qui n'est pas un bien, un service comme les autres. C'est un bien de première nécessité. On ne peut pas vivre sans énergie électrique. Si on perd l'énergie électrique, la chaudière s'arrête de fonctionner, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas communiquer. Et donc c'est un bien qu'on doit absolument rendre disponible à tout un chacun à un prix abordable. Et donc ça en fait un bien un peu spécifique. On ne peut pas traiter l'électricité comme le téléphone portable ou n'importe quel bien de consommation comme les voitures où le prix peut augmenter, on peut toujours l'achat d'une nouvelle voiture. Pour l'électricité, c'est un bien qui ne peut pas être facilement stocké, donc si son prix augmente, il faut bien payer le prix. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et l'accès à l'énergie est un des facteurs de développement important. Notre niveau de vie dépend de notre capacité à avoir accès à l'énergie. Plus près? Ça va mieux comme ça? Parfait. Alors, la transition énergétique, on en parle beaucoup. Alors, si on regarde le mix énergétique actuellement en Belgique et dans pratiquement tous les pays d'Europe et du monde, on est toujours à 85% d'énergie fossile, avec 15% de nucléaire et de renouvelables. Ça ne change pas beaucoup. Si on regarde il y a 15 ans, c'est plus ou moins la même chose. Donc, après tout ce qui a été fait et dit et les politiques qui ont été prises, il y a peu de choses qui ont changé. Donc, la question que j'ai souvent de collègues ou de personnes extérieures au domaine de l'énergie, c'est pourquoi est-ce que ça ne change pas? Pourquoi, après tout ce qu'on a prouvé, montré, toutes les études qui ont été faites, pourquoi est-ce que ça change pas aussi vite? Mais c'est vrai que les incitants pour la transition énergétique ont été essentiellement, depuis les années 2000, c'était le changement climatique, avec ce problème essentiellement focalisé sur le dioxyde de carbone. C'est vrai que les études montrent qu'il y a un effet anthropique, l'être humain a une responsabilité, mais alors ce qui est très difficile, c'est de quantifier l'effet d'une tonne de carbone qui est émise dans l'atmosphère sur l'élévation de température. Et donc ça rend les politiques extrêmement difficiles à mettre en place. Et donc ça a rendu les politiques assez molles. Il y a peu d'engagement politique sur uniquement le problème du changement climatique. Un autre aspect assez important, c'est qu'on a beaucoup mis en avant la raréfaction des ressources fossiles. Malheureusement, si on regarde les ressources fossiles, c'est justement le sujet d'un cours que je donne demain en 3e bac en ingénieur civil, on remarque que les ressources fossiles ne sont pas en train de disparaître. Alors elles s'épuisent à très long terme, bien sûr, si on regarde sur des centaines d'années, elles vont s'épuiser. Mais si on regarde les stocks actuels, on en a encore pour 50, 60 ans, même avec un rythme de croissance de 2%. Donc si on regarde les réserves de pétrole, c'est 50, 60 dernières années, les réserves disponibles augmentent. Alors c'est vrai qu'on consomme des ressources, mais personne ne sait combien il y a de pétrole sur Terre. Et actuellement, les réserves disponibles, elles sont toujours là pour 50, 60 ans. Ce qui fait que le prix, pour les 50 prochaines années, les prix du combustible fossile ne diminuent pas. Donc il n'y a pas d'incitant pour les industriels, les producteurs d'énergie, de passer à autre chose que les combustibles fossiles. Donc ce sont des combustibles très pratiques, très efficaces, ils ne sont pas chers, ils sont là encore pour 50 ans, donc il y a peu d'incitants. Donc d'un côté, le changement climatique, c'est très compliqué parce que c'est incertain, il y a beaucoup on comprend mieux les phénomènes, mais il n'y a pas de preuves absolument irréfutables.
Et les combustibles fossiles, ben, on en a encore pas mal et les prix ne diminuent pas. Donc il n'y a pas d'incitant et c'est vrai que dans les années 2000, la transition n'a pas beaucoup avancé. Alors qu'est-ce qui fait que la situation a un peu changé? Très certainement, il y a heureusement un déplacement de l'intérêt des décideurs politiques sur la pollution atmosphérique en règle générale. Et donc c'est vrai que l'énergie a cet effet environnemental qui est extrêmement important. Alors on a trop longtemps concentré le débat trop sur le CO2 et pas assez sur la pollution environnementale. Heureusement, on en parle un petit peu plus maintenant. Les particules fines pour le diesel, par exemple, la pollution atmosphérique générée par le charbon, les problèmes dus au stockage des déchets nucléaires. Donc cette politique, l'effet environnemental de l'usage de l'énergie est plus présent maintenant dans les politiques et il y a plus de contraintes ces 10-15 dernières années sur les émissions nocives. Donc aux États-Unis, par exemple, en 1990, il y a eu un Clean Air Act qui est extrêmement strict sur les émissions polluantes. Et au niveau européen, on voit, notamment pour le transport et les émissions pour les centrales, des conditions strictes, de plus en plus strictes sur les émissions. Donc ça génère, pour les producteurs d'électricité, des contraintes beaucoup plus fortes. Et donc, depuis quelques temps, Engie a pris la décision de sortir du charbon. Donc dans les pays occidentaux, on ne fait plus de charbon, plus de centrales au charbon ne seront construites. C'est quelque chose qui change par rapport aux 15-20 dernières années précédentes. Alors il y a aussi un autre phénomène, c'est Fukushima. Il faut en tenir compte, depuis Fukushima, le niveau de sécurité des centrales nucléaires a fortement augmenté. Donc pour la construction de nouvelles centrales est beaucoup plus grande, ce qui a fait que le prix des centrales a explosé, le prix du stockage des déchets est en train d'augmenter aussi, ce qui fait que dans les projections à 20 ans, je dirais à moyen terme ou à long terme, ben, le prix de l'énergie nucléaire n'est plus compétitif. Il monte sans arrêt. Et donc il y a d'un côté qui sort un peu de l'équation, le nucléaire qui devient de moins en moins rentable, et en parallèle, les technologies du renouvelable qui sont en train de se développer et qui deviennent de plus en plus rentables. Les chaînes de production sont pour l'instant beaucoup mieux gérées, et donc on observe vraiment une chute du prix des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, des techniques de stockage comme les batteries par exemple. Les prix sont réellement en train de dégringoler. Quand on regarde des prévisions à 5 ou 10 ans, eh bien, on est vraiment impressionné de la diminution de prix qu'on peut obtenir. Donc là, il y a vraiment une transition. Si on regarde à 20 ans, eh bien, la plupart des groupes énergétiques, Engie, E.ON, les producteurs d'énergie, Greenpeace, WWF, ont fait des études. Ils sont pour l'instant pratiquement tous d'accord, ça c'est étonnant. Mais dans les projections à très long terme, le nucléaire n'est plus rentable. Donc pratiquement de manière automatique, sans sortie obligatoire du nucléaire, on va certainement observer une diminution du nucléaire. Les centrales au charbon vont disparaître et donc petit à petit, c'est le renouvelable qui va prendre le relais avec du stockage et certainement pour la pointe des centrales au gaz, comme les centrales TGV, comme il y a ici à Seraing, qui sont pour l'instant à l'arrêt, mais qu'on va certainement redémarrer pour couvrir les demandes de pointe. Donc cette transition, elle est vraiment en train de se concevoir. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit encore rien bouger? Le problème de l'énergie électrique, c'est que les investissements sont très lourds. Le domaine de l'énergie a ceci de spécifique, en plus d'être un bien de première nécessité, que les investissements sont très longs. Alors si on décide aujourd'hui de faire une centrale électrique de grande taille, on décide aujourd'hui, elle sera construite dans 5 ou 10 ans. Il faudra la faire fonctionner pendant une quinzaine d'années pour au moins espérer récupérer l'investissement de départ. Donc ce qui veut dire que si on décide aujourd'hui, la centrale va devoir tourner jusque dans 25 ans. Alors on parle souvent dans le domaine de l'énergie qu'une politique stratégique qui est décidée aujourd'hui, eh ben, elle sera pleinement d'application dans 20 ans. Donc il y a un délai de 20 ans entre la décision et l'application, ce qui veut dire que la situation qu'on vit aujourd'hui, elle était décidée il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la transition énergétique, c'était encore le balbutiement. Donc on ne voit rien maintenant parce qu'en fait, la décision n'a pas encore été d'application. Et donc on va certainement voir dans les 10-15 prochaines années une brusque transition du système énergétique, comme la plupart des transitions, c'est ce qu'on a vu dans les technologies d'Internet, dans les téléphones portables par exemple, le jour où les technologies sont suffisamment matures, eh bien, le basculement se fait très vite. Donc la transition va certainement être relativement rapide, et donc cette transition, elle va certainement se faire. Alors, quel est le rôle du citoyen? On a l'impression qu'ici, le citoyen n'a rien à dire. Si je le croyais cela, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, le citoyen, évidemment, a un rôle à jouer. Alors, le premier rôle du citoyen, c'est évidemment de jouer sur sa consommation, c'est-à-dire qu'on a le rôle de pouvoir diminuer notre consommation d'énergie. Alors, il ne suffit pas de revenir à l'âge de pierre, mais simplement de faire attention à sa consommation. Le kilowattheure
le plus vert, c'est le kilowattheure qui n'est pas consommé. Donc ça, c'est un rôle citoyen qui est extrêmement important. Alors, on en est conscient dans la consommation tous les jours à la maison. On fait attention à ne pas allumer la lumière lorsqu'on n'en a pas besoin. On fait des économies de chauffage, on isole parce qu'on paye la facture. On a tendance à être beaucoup moins regardant l'énergie lorsqu'on ne paye pas la facture, notamment au travail. On s'occupe de toute une série de suivis d'énergie, de consommation d'énergie à l'Université de Liège, et on se rend compte que les gens ne sont pas très regardants lorsque ce n'est pas eux qui payent la facture. Notamment pour le transport, les voitures de société sont certainement un facteur qui ne pousse pas les gens à agir intelligemment, et on ne pense pas toujours les politiques de mobilité de manière tout à fait raisonnable. Donc il y a certainement un rôle du citoyen à penser sa consommation d'énergie au jour le jour. C'est un peu limité, mais c'est déjà quelque chose. Là où c'est vrai que les communautés énergétiques, on en vient plutôt au thème du débat aujourd'hui, le grand changement qui est en train de se passer, c'est que les moyens, leur prix chute, mais ils ont aussi comme caractéristique d'être de plus en plus faciles à installer. Donc des panneaux photovoltaïques ou une éolienne ne nécessitent plus une compétence technique extrêmement importante. Ce sont des techniques qui sont accessibles à des citoyens sans être des techniciens aguerris. Et donc là, on voit vraiment une technologie qui est couplée aux technologies de l'information, à l'Internet, qui fait en sorte que ces technologies sont disponibles très facilement et elles deviennent extrêmement efficaces. Et donc on voit de plus en plus des solutions qui sortent sur le marché par exemple, des panneaux photovoltaïques couplés à des batteries qui vont être bientôt installées dans des maisons qui permettent de se découpler complètement du réseau. Ce qui veut dire qu'une maison pourrait être totalement indépendante du réseau, elle va produire son énergie, pendant la journée elle va certainement produire plus d'énergie que ce dont elle en a besoin, les batteries vont la stocker et la nuit, les batteries vont pouvoir fournir l'énergie à la maison, le réseau ne sera pratiquement plus disponible, plus nécessaire. Et donc ça c'est une révolution dans le domaine de l'énergie, ça veut dire que le réseau ne sera plus nécessaire et donc il y a un intérêt financier, on va en discuter un petit peu, à finalement utiliser des moyens de production d'énergie renouvelable avec des moyens de stockage qui vont ensuite permettre de se déconnecter complètement de ce réseau. Alors quel est l'attrait ? Il n'y a pas de miracle. Si vous achetez quelques panneaux, vous serez forcément plus cher que si vous en achetez 1000 ou 2000 ou 1 million, comme le font les grands producteurs d'énergie. Mais là où il y a un point à gagner, c'est que si vous ne vous connectez plus au réseau, vous ne payez plus de taxes sur l'énergie électrique. Or, si vous regardez votre facture d'énergie électrique, je ne sais pas si on va faire une petite question, combien coûte un kilowattheure sur une facture? Kilowattheure électrique. Le mégawattheure, 150 euros. Combien? Le mégawattheure, 150 euros. Oui, c'est plus ou moins 200 et 2 euros. Toute taxe comprise, on est à 200, 220 euros. Chose comme ça. Pour un consommateur particulier. Alors là-dedans, il y a à peu près un tiers d'énergie. Donc c'est vraiment le coût de production de l'énergie, un tiers de transport et un tiers de taxes. Alors pour la distribution, on sait qu'il y a une grosse partie de taxes qui sont plus ou moins cachées dans l'addition. Et donc on compte souvent qu'en taxes, il n'y a pas une moitié, mais une petite moitié qui vient de taxes. Ce qui veut dire que la personne qui produit l'énergie électrique mais qui ne paye pas de taxes, elle a un avantage fiscal immédiat. Donc même si elle produit son énergie plus cher qu'un gros producteur, donc si un gros producteur la produit à 100 euros le mégawattheure, avec des panneaux photovoltaïques, et bien même si lui n'est pas très efficace mais la produit à 150, 200 euros le mégawattheure, il est toujours gagnant. Mais c'est un avantage fiscal. Donc on n'a pas vraiment de gain au niveau sociétal, on a simplement un avantage fiscal. Alors ça c'est l'attrait de la technologie évidemment. Le problème c'est que si on se déconnecte du réseau, la personne qui se déconnecte ne paye plus de taxes, donc ne participe plus au réseau. Donc la question qui se pose, c'est que derrière un acte qui semble tout à fait citoyen en faveur d'une transition énergétique, eh bien, se cache souvent, et c'est là qu'il faut être vraiment très prudent, un avantage fiscal, et donc le fait que les taxes ne seraient plus perçues pour soutenir le réseau. Et donc qui payera le réseau? C'est le gros problème. Or, le réseau de distribution d'énergie électrique, il est nécessaire pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer justement ces moyens de production d'énergie, des ménages à bas revenus, ou des personnes qui n'ont pas techniquement les capacités de se fournir en panneaux photovoltaïques ou en batterie, ainsi de suite. Et c'est un grand nombre de personnes dans notre société. Beaucoup de ménages éprouvent beaucoup de difficultés à payer leurs factures d'énergie électrique. Et donc, le rôle du réseau de distribution d'énergie électrique, il est aussi social. C'est une mise en commun de ressources de la société de manière à assurer que chacun ait un accès aisé à l'énergie. Qu'est-ce qui se passera le jour où une grande partie de consommateurs décidera de quitter le réseau parce que ça coûte trop cher, on paye trop de taxes? Qui payera le réseau? Alors ça, c'est un des points
important. Je crois que c'est un des points qu'on peut aborder lors du débat, mais c'est un point qu'il faut surtout garder à l'esprit. Quelle est la place des gestionnaires de réseau? Donc on parle beaucoup d'ORES et de RESA actuellement dans la presse. Eh bien, c'est finalement la grande question, est-ce que ces opérateurs doivent toujours être prépondérants? Est-ce qu'on doit les mettre en concurrence? Est-ce qu'on doit ouvrir le marché? C'est une grande question. Pour plein de nouvelles bonnes raisons, on peut ouvrir le réseau. Et donc, c'est vrai qu'à l'Université de Liège, il y a un débat là-dessus où on pourrait sous-réseau pour l'Université de Liège, pour toute une série de bonnes raisons. Mais si on ouvre cette porte-là, qu'est-ce qui se passera au niveau du soutien au réseau? C'est une question qui est tout à fait ouverte. Et donc, cette question de l'accès aisé à l'énergie et de qui paye le réseau, de cette ressource en commun, c'est vraiment la question centrale de ces communautés énergétiques. Comment gère-t-on cette dynamique énergétique, et donc derrière laquelle se cache toute une série de bonnes raisons, vous en avez parlé. Donc l'attrait du gain financier n'est pas le seul attrait, mais il faut faire attention, il faut être attentif de comment ces communautés peuvent se développer de manière à ce que ce développement soit bénéfique, non seulement au niveau environnemental ou au niveau financier, mais aussi au niveau sociétal. Voilà, c'est l'intervention que je voulais faire. Alors j'espère que sur base de tout cela, vous allez avoir des questions et nous pourrons peut-être approfondir un peu le débat. Donc voilà. Merci beaucoup de votre attention en tout cas.